Salut, c'est le Jérôme. Dans cette vidéo, on termine de répondre aux questions que vous nous avez posées avec cette 5e partie autour des questions sur les vidéos, la chaîne et puis quelques détails autour de nous quand même. Comment allez-vous? Bien, merci. On espère que vous aussi. Comment vous sentez-vous face au projet? Cela nous plaît toujours autant et comme on se voit avancer, on reste motivé. Comment avez-vous découvert l'écologie, la permaculture, le travail manuel? La permaculture, c'est grâce à Gilbert Cardon et Fraternité ouvrière dont on avait entendu parler. L'écologie, c'est depuis toujours en nous. Quant au travail manuel, c'est de par nos projets passés et puis par la force des choses. On vous renvoie à notre vidéo sur le projet. Il semble y avoir beaucoup de cohésion entre vous deux. Faites-vous tout ensemble? Oui, on travaille à deux parce que c'est plus agréable et de cette façon, tous les deux savent aussi ce qui est fait, ce qui reste à faire, etc. On est interchangeable pour la plupart des tâches, ce qui est un atout finalement. Cela vous arrive-t-il d'être en désaccord? Comment tranchez-vous? Bien sûr, pas souvent car on réfléchit et on discute beaucoup avant de faire quelque chose. Et sinon, en cas de désaccord, on réfléchit et on discute encore un peu plus, ou alors on laisse un peu décanter et on y revient plus tard, ou alors on cherche un avis extérieur auprès de nos connaissances. En cas d'impasse totale, ce qui n'arrive quasi jamais, un de nous deux fait quelques concessions, une fois l'un, une fois l'autre, pour qu'on puisse avancer. Après, on a aussi chacun nos domaines de prédilection qui pèsent dans la balance, le jardin, les calculs, le rucher, même si on a tous les deux notre mot à dire, surtout. Quels ont été les meilleurs moments et les pires? Il y a beaucoup trop de meilleurs moments pour tous les décrire, mais on va dire les étapes où on termine quelque chose ou une récolte, en gros l'aboutissement d'un travail, c'est assez satisfaisant. Mais le travail aussi tout du long, c'est un bon moment, il ne faut pas perdre ça de vue. Le pire, c'est les mauvaises surprises, comme on en a eu pour la charpente, ou alors quand on voit bien qu'on ne va pas pouvoir agir, comme le canal souterrain, etc. Ça nous a tout de même fichu un coup. Comment gérez-vous les aléas du chantier? Comment faites-vous pour rebondir après une découverte inattendue? On se réfugie dans la réflexion et on se donne du temps. Cela nous permet un certain détachement et aussi d'accuser le coup. La pire des choses serait de céder à la panique ou dans l'empressement de faire quelque chose d'inadapté. Et puis en fait, une fois qu'on a une solution ou une piste sur laquelle plancher, ça ne fait plus peur car on a un plan et on sait comment on va rectifier. C'est l'inconnu et l'incompréhension qui sont angoissants. Avez-vous encore des craintes sur l'avenir du projet? Avez-vous déjà pensé à tout stopper? Non, car on a toujours autant de motivation et on sent qu'on arrive quand même à quelque chose, malgré qu'on sait qu'on ne fait que commencer. Bien sûr, parfois on a encore un peu quelques craintes sur la conduction du chantier, l'incertitude ou le manque de connaissances, la crainte de manquer de temps pour se former. On éprouve aussi de plus en plus de craintes en ce qui concerne la possibilité de trouver les matériaux, car ça devient difficile et cher. Mauvais timing pour nous pour trouver du bois en ce moment. Et on imagine que ça va être de plus en plus difficile. Mais on n'a pas peur, comme on nous l'a aussi demandé. La peur, ça paralyse. Alors, tout arrêter, ce serait vraiment si on était bloqué devant des impasses immenses et impossibles à résoudre, alors qu'en fait, d'une certaine façon, il y a toujours des solutions, non? Y a-t-il un secteur où vous rencontrez des difficultés? Oui, trouver de la documentation technique ou des informations pertinentes. C'est difficile, on en trouve tellement et qui ne concordent pas que c'est vraiment prise de tête. Et même chez les professionnels ou fabricants, il y a tant de différences ou de variations que c'est déstabilisant. Idem pour certains matériaux ou outils, ce n'est pas toujours facile. Et puis, comme on a déjà pu le dire, trouver des professionnels. C'est difficile d'obtenir des rendez-vous et quand bien même d'arriver à se faire comprendre vu les techniques qu'on veut employer et nos exigences. Par exemple, il y a quelques années de cela, pour un devis de toiture, lorsqu'on a mentionné la possibilité de créer des abris à chauves-souris dans la toiture, on n'a pas été pris au sérieux. Comment tenez-vous le coup moralement? On imagine que c'est grâce à notre tempérament de vouloir avancer et de ne pas rester bloqué sur ce qui ne va pas, car il faut trouver des solutions. Mais oui, on vous rassure, on a parfois des moments où on se sent découragé, des gros coups de blues, c'est normal. On préfère montrer comment on a pu surmonter quelque chose qui a priori semble difficile. Et si on donne l'illusion de prendre toutes les nouvelles positivement et avec entrain, c'est parce qu'on vous en parle avec beaucoup de recul, pas dans la réaction à chaud au moment où on découvre une situation.
N'oubliez pas que les vidéos sont faites bien après, et d'ailleurs c'est un très bon exercice pour nous. Ça aide à prendre encore plus de recul et à relativiser, bien analyser la situation avant de la raconter. Bon, et puis aussi, la vie qu'on mène ici dans la nature aide aussi certainement à ne pas sombrer dans la déprime. Le projet est très varié, alors on se change les idées au rucher ou au potager. Mais vous ne jurez ou ne vous énervez donc jamais? Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Et si, évidemment, mais on ne se connaît pas. On n'est pas entre amis, on ne sait pas qui nous écoute. Il se peut que des enfants ou des personnes plus sensibles visionnent nos vidéos. On trouve alors que c'est de meilleur ton que de se comporter et de s'exprimer comme on le ferait en public. Donc, on évite les grossièretés inutiles, on essaie de faire attention, ou alors on coupe si on lâche un gros juron. Comment trouvez-vous la motivation et de ne pas céder à la facilité? C'est notre engagement dans ce projet, c'est ce qu'on veut, ce qu'on aime. Alors, c'est plus fort que tout. Oui, ce serait tentant de céder à des choses plus faciles, mais de moins en moins, car en fait, quand c'est peu pertinent ou que ça va à l'encontre de nos valeurs, on veut éviter. Et ne l'envisager que quand on ne voit pas d'autre solution, évidemment. Trouvez-vous le temps de vous reposer un peu? Assez peu, c'est vrai. Mais tout de même, quand on reçoit nos connaissances, on en profite pour faire une pause. Vous êtes géniaux, extraordinaires. Bon, on ne le croit pas. Ce qu'on fait, plein de personnes le font certainement aussi dans l'ombre, c'est juste que nous, on s'expose pour partager notre aventure. On n'aime pas trop l'idée d'être mis sur un piédestal ou en valeur. Sincèrement, on est monsieur tout le monde, mais motivé et passionné. Et ça rend n'importe qui capable de tout. Et puis bon, relativisez, vous ne nous connaissez pas. L'idée que vous vous faites de nous est basée sur quelques vidéos qu'on met en ligne et où l'on contrôle ce qu'on dit et ce qu'on fait. Le reste, c'est vous qui l'imaginez. C'est normal et humain de faire ça, et il n'y a pas de problème, mais gardez à l'esprit que cela est un mythe de nos personnes, on n'est certainement pas tel que vous l'imaginez. Un livre qui vous a emballé? Allez, 4 même. Dans la forêt de Jean Egland, Thermodynamique de l'évolution de François Rodier, La taille libre des arbres d'Alain Pontoppidan, et Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne. Êtes-vous végétarien ou végétalien? Non, on pourrait se définir comme flexitarien, même si les étiquettes, Encore des étrangers qui achètent le patrimoine français. Encore des humains, surtout. Mais qu'est-ce que ça change? Qui s'en occupe? C'est pas plutôt comment qui est important? Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas le déplacer, il restera en France. Le château de Ly était là avant nous, et il le sera toujours après nous. Au contraire, vous devriez être même content que des étrangers investissent en France. Quel délai entre le travail et la sortie de la vidéo? Cela dépend du sujet de la vidéo, évidemment. Pour le jardin, on essaie d'être assez à jour, ça n'aurait pas de sens une saison plus tard. Quand bien même, entre le moment où on filme et où la vidéo sort, il y a déjà une semaine d'écoulée. Pour les travaux, on atteint quelques mois. Ces vidéos demandent beaucoup plus de temps, et la référence saisonnière n'a pas beaucoup d'importance finalement. Idem pour les autres sujets, non liés à un moment, ça peut être fort décalé. Par exemple, pour la vidéo sur la lactofermentation, certaines images avaient été filmées plus de 2 ans auparavant. Pourquoi ne peut-on pas vous laisser de commentaires sur YouTube? Comme on l'avait dit, ça ne sert à rien de demander, on a prévu une vidéo dédiée sur ce sujet. Pourquoi ne remerciez-vous jamais ceux qui vous soutiennent? Mais si, on les remercie personnellement avec un message privé. On n'en parle simplement pas dans nos vidéos. Ceci dit, prochainement, on vous présentera ce à quoi a servi leur don jusqu'ici. Combien avez-vous d'abonnés? Cela n'a aucune importance, non? Bon, bien sûr, ça nous fait plaisir de voir l'intérêt porté à notre projet par autant de monde, mais on souhaite quand même relativiser tout ça. Ça évite aussi les comparaisons et autres mesures d'ego, car on ne se sent pas concerné par tout ça. Et puis on est moins démarché depuis que cela n'est plus affiché. Pourquoi avoir neutralisé les pouces? On ne les a pas neutralisés, c'est impossible. Le compte était juste caché. Pareil, on trouve également que ça ne devrait pas avoir autant d'importance. C'est sûr que YouTube utilise ces statistiques pour mettre en avant certaines vidéos ou pas, mais nous, on ne fait pas la chasse aux pouces, on laisse les choses se faire. Ceci dit, depuis que les pouces vers le bas ont été masqués par la plateforme pour tout le monde et sur toutes les vidéos, on a remis le compte visible, même si on ne voit pas trop à quoi ça peut bien servir aux autres, mais bon, on nous le demande régulièrement. J'aimerais bien savoir le temps passé sur les travaux et un repère chronologique pour chaque vidéo.
Désolé, mais ça prendrait trop de temps. Les travaux sont parfois très étalés, nos vidéos ne sont qu'un résumé et parfois pas toujours montées exactement de manière chronologique pour plus de compréhension et pour que ce qu'on vous présente ait du sens. Une chose qu'on peut vous dire, on va plus lentement qu'un professionnel, forcément. Pourriez-vous mettre les références dans vos vidéos ? On en a mis dans plusieurs de nos vidéos. Ce n'est pas toujours possible, parfois ce sont d'innombrables sources d'informations, forums, documents, livres ou même discussions, et ce qui en résulte en fait c'est notre interprétation et synthèse de tout cela. On n'a donc pas toujours de sources, et on ne peut pas en mettre sur tout. Alors dans ce cas-là, ce n'est que notre avis. Mais comme on essaie souvent de le rappeler, référence ou pas, ne prenez pas ce qu'on dit pour vérité. On n'a pas la science infuse, faites vos recherches et recoupez les informations. À quand une collaboration avec d'autres youtubeurs ? Ah, YouTube est un monde étrange qui rassemble énormément de personnes différentes. Et il y a plein de projets et idées géniales. Alors, sans pour autant mettre tout le monde dans le même panier, il y a aussi beaucoup de forces en jeu qui parfois nous dépassent. Intérêt, ego et parfois même compétition. C'est pas toujours très clair tout ça. Et s'il y a bien une chose qui nous déplaît, c'est le manque de sincérité. Alors on doit être un peu atypique, mais on n'est pas spécialement intéressé de faire une collaboration comme dit YouTube. D'ailleurs, c'est la plateforme elle-même qui encourage les collaborations pour stimuler l'engagement. C'est bien expliqué en long et en large pour donner envie, faire miroiter les retombées positives sur la chaîne, ce qui, ne soyons pas naïfs, est avant tout dans l'intérêt commercial de la plateforme. Cela dit, ça ne nous empêche pas d'avoir déjà ou de vouloir rencontrer d'autres youtubeurs qu'on apprécie, ou du moins leurs vidéos puisqu'on ne les connaît pas, mais cela dans l'intimité, pour faire connaissance des personnes et non pas par intérêt quelconque ou pour étaler publiquement cet instant. Qu'est-ce qui prend le plus de temps pour faire vos vidéos ? Pour la plupart, on a déjà les images, donc c'est la réalisation. Il faut trier, essayer de trouver comment les assembler pour faire sens, car parfois on filme tout un tas de choses différentes sur une même journée. Puis vient la rédaction du script qui prend pas mal de temps, puis l'enregistrement de la voix off, et enfin le montage. Et là ça dépend du type de vidéo, de la durée et de l'humeur. Ça peut vite prendre beaucoup plus de temps que prévu, surtout s'il faut faire un peu d'animation ou d'illustration. C'est quand même le plus gros morceau du travail. Après cela, il y a encore quelques petites choses à faire pour la mise en ligne, l'image d'illustration, la description, les sous-titres, etc., etc. Quelles sont les vidéos que vous préférez faire et inversement ? On aime assez bien celle sur les travaux. C'est là qu'on va se laisser être un peu plus créatif au montage, en toute modestie. Un peu d'animation et modélisation 3D, c'est aussi chouette à faire, mais ça prend beaucoup plus de temps. Les vidéos les plus fastidieuses, en fait, ce sont celles où on n'a pas d'image de départ et dont le script est assez long. Ah, un peu comme celle-ci. Quel est votre équipement pour réaliser vos vidéos ? On filme avec notre appareil photo, un cadeau reçu à mon travail il y a 5 ans. Un appareil photo réflexe numérique d'entrée de gamme. Mais sans quoi on n'aurait pas commencé. Bon, parfois c'est assez frustrant. En mode vidéo, la batterie ne tient pas longtemps et la durée maximale d'enregistrement est d'environ 13 minutes par plan séquence. Pour le son, c'est le son de l'appareil qui n'est pas génial. Et puis pour la voix off, c'est le micro de mon ordinateur et ça suffit amplement. Le montage est aussi fait sur mon ordinateur. Alors oui, on peut toujours faire mieux, mais on n'aime pas tomber dans ce schéma du toujours mieux qui mène à la surconsommation. On peut toujours acheter plus performant, caméra NEC plus ultra, drone, micro de qualité, super ordi, écran géant. Mais tout ça va très bien comme ça, et c'est déjà génial qu'on ait les outils qu'on a à disposition. Et puis, redescendons sur Terre, on reste des amateurs et on entend bien rester simple et faire nos vidéos comme bon nous semble, sans chichi. L'important n'est pas d'être à la pointe de la technologie qui va de toute façon trop vite pour suivre, et ce sont les contraintes et limites qui peuvent donner un coup de fouet à la créativité. Preuve en est des pépites de jeux vidéo de la génération 8 bits, repoussant les limites de ce qu'on pensait possible, pour ceux qui voient de quoi je veux parler. Sans pour autant dire que ça s'applique à nous, mais pour montrer que l'équipement ne fait pas tout. Qui est-ce qui parle ? C'est moi. Bah oui, c'est lui. Je n'aime pas la musique, ça va trop fort, ça parle trop vite. La qualité du son et de l'image n'est pas bonne. Les vidéos sont trop courtes, elles sont trop longues. Oui, on a groupé, parce qu'on reçoit souvent des comme ça. Bon, comment dire ? C'est normal d'avoir un avis, un ressenti, d'aimer ou pas. Mais il faut comprendre que tout le monde a le sien et que nous, on ne peut pas faire en fonction. Sincèrement, on fait du mieux qu'on peut, on y passe déjà beaucoup de trop de temps, et on fait ce qui nous semble juste.
Mais c'est clair que ça n'est pas parfait et on ne prétend pas faire autrement. On n'est pas des pros, juste deux pauvres types qui font comme ils peuvent avec les moyens du bord. En plus, question son, on se rend compte que ça dépend fortement du périphérique utilisé. Les haut-parleurs de l'ordi, sur un écran, au casque ou via un haut-parleur externe, ça change tout. Alors, pour ceux que ça irrite vraiment, on vous suggère donc de trouver une chaîne qui convient mieux à vos attentes, car on ne va pas pouvoir s'adapter à vos doléances. Vous voyez aussi du côté des chaînes de télévision, c'est bien normalisé et formaté. Pourriez-vous mettre des sous-titres en anglais sur toutes vos vidéos? La qualité des sous-titres laisse parfois à désirer. Pour les sous-titres, comme on écrit notre texte avant de réaliser la vidéo, on l'utilise comme base. En français, ça doit être assez correct, même si de vrais sous-titres devraient être une adaptation de ce qui est dit oralement. On corrige toujours un peu la synchronisation, mais pour le plus gros, c'est YouTube qui fait le reste automatiquement. Cela prendrait beaucoup trop de temps pour tout faire manuellement, même si on l'a déjà fait exceptionnellement. Pour les autres langues, on applique la traduction automatique. Ce n'est pas imaginable autrement. Et bon, oui, malheureusement, on a déjà vu qu'en anglais, ça donnait parfois de drôles de résultats, surtout avec des termes techniques qui sont parfois des mots ayant plusieurs sens et qui ne veulent plus rien dire une fois traduits. Alors on fait cette traduction automatique pour les langues les plus demandées, car ce n'est pas trop de travail, mais à vrai dire, sur base des sous-titres originaux, il est possible de traduire les sous-titres dans n'importe quelle langue offerte par la plateforme. Il faut juste trouver le bouton. C'est tout ce qu'on peut faire pour les sous-titres, n'attendez pas plus de nous. Ici aussi, c'est pas qu'on le prend mal, mais je n'en reviens pas des exigences de certaines personnes parfois. Pourquoi nous prenez-vous? Nous ne sommes que deux personnes, comme vous. Ensuite, on nous pose souvent des questions, on nous fait souvent des suggestions de sujets de vidéos. Bon alors, question idée, ne vous inquiétez pas, on n'en manque pas. Surtout qu'on a des milliers, et on n'exagère pas, de fichiers vidéo en attente de montage. Mais soit, voici quelques petites choses qui nous ont été mentionnées. Pouvez-vous faire des time-lapse de résumé des travaux sans commentaire? Oui, on a vu que c'était très en vogue pour le moment, alors pourquoi pas, on va essayer, on a plein d'images, peut-être même trop, il faut voir le travail que cela demande, mais on essaiera. Une vidéo pour récapituler tout ce que vous avez fait, les projets en cours, ceux à venir et votre but ultime? On a déjà plus ou moins fait cela dans plusieurs vidéos dédiées à ces sujets, et dans notre FAQ sur le projet. À quand la prochaine vidéo de piano? Probablement jamais. Non, finalement cette vidéo avait reçu un accueil assez mitigé, et même si on ne fait pas en fonction, on s'est rendu compte que cela n'apportait pas trop de valeur ajoutée. Les pièces qui seraient jouées sont déjà sur YouTube, interprétées par des pianistes bien plus talentueux, donc ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt finalement. On était en plein dans une vidéo qui prenait beaucoup de temps, la captation avait été déjà faite depuis un bail, et on avait les images, et on a fait cela un peu comme un interlude musical, mais on ne le referait plus. Par contre, pourquoi pas discuter musique? On verra bien si quelque chose nous passe par la tête. Et les vidéos de réparation, c'est fini? Non, ça arrive, on en a 2 de prévus. On n'a pas toujours le réflexe de filmer les petites réparations, et puis ces derniers temps ça a été assez calme. Avec le Covid, on a vu moins de monde, et les objets réparés ne nous appartiennent pas le plus souvent. Allez-vous faire des vidéos hors série plus techniques? Là aussi, on nous le demande souvent, surtout pour des principes et concepts liés au bâtiment. Vapeur, humidité, remontée capillaire, correction thermique, isolation, etc. Sans compter les calculs de charge, résistance des matériaux, stabilité des structures, etc. On y a déjà réfléchi, et on trouve ça problématique car on est confronté à un dilemme. Encore une fois, on n'est pas du tout expert dans ces domaines. Alors comment pourrions-nous prétendre à expliquer quoi que ce soit là-dessus? Il ne faut pas croire qu'on maîtrise un sujet parce qu'on a compris un tout petit bout, et encore moins commencer à donner des leçons. On s'est juste intéressé aux parties qui nous concernent, et quand bien même on pourrait s'être trompé. Et d'un autre côté, quand on a commencé à étudier ces sujets, on a vraiment galéré pour trouver des informations ou des pistes sérieuses et compréhensibles pour pouvoir commencer. On aurait donc la possibilité de faire bénéficier de notre parcours de novice, n'y connaissant rien en la matière, pour aborder ces sujets, pour montrer par où on a commencé et ce qu'on estime important. Alors, peut-être, sous la forme d'introduction, vous nous mettrez plein de mise en garde, car on ne veut surtout pas faire penser qu'on peut se passer d'ingénieur ou de bureau d'études, et que regarder une vidéo sur YouTube peut suffire. Bon, et puis d'office, ce seraient des vidéos assez compliquées à réaliser, car il faudrait bien penser des animations et documenter. On voit déjà d'ici la complexité. Bref, on y réfléchit toujours.
Une petite vidéo pour découvrir le domaine qui entoure le château et les animaux? On a déjà fait une vidéo sur l'observation de la nature dans le domaine. Et dans la FAQ numéro 2, on détaille les différentes parcelles du terrain. Un tour de la propriété, ce serait juste se promener en forêt, en gros. Donc ce serait une vidéo un peu longue et barbante, où l'image gigoterait dans tous les sens. Une vidéo sur l'énergie électrique produite dans le passé et comment cela marchait? On n'a pas assez d'éléments pour cela. On ne sait même pas quand la production électrique a vraiment commencé. On pense dans les années 1940-50, et avant cela, du temps de l'usine, ce devait être utilisé comme énergie motrice. Une vidéo sur les toilettes sèches? C'est prévu, mais il nous manque encore un peu de matière, si j'ose dire. Est-ce que tout ce que vous mettez sur Facebook finit en vidéo? Pas tout, mais quasi. Mais il faut prendre en compte les mois de décalage. Déjà, les photos ont plusieurs semaines quand elles sont publiées. Alors, patience pour les vidéos. Peut-on venir vous voir? Non, en tout cas pas comme ça. On ne peut pas débarquer chez nous et klaxonner une fois devant. Car oui, évidemment, ça nous arrive, des personnes qui viennent sans demander ou prévenir, parfois même de loin, juste pour nous rendre visite ou nous rencontrer, parce que cela leur semblait être une belle journée. Autant vous dire qu'ils ne sont pas nécessairement bien accueillis. Désolé du ton, mais ce n'est pas qu'on n'aime pas avoir du monde, mais on veut être très clair à ce sujet, car on n'aime vraiment pas ce genre de surprise. Sur Internet, tout est à portée de clic, et vous pouvez lancer une vidéo quand bon vous semble, et autant de fois que vous voulez. On n'a pas notre mot à dire. Mais ça s'arrête là. Dans la réalité, notre temps et notre intimité nous appartiennent, et on n'est pas à votre disposition, ni une attraction, et encore moins un cadeau qu'on peut se faire. On ne doute pas une seconde que les gens qui viennent sont animés des meilleures intentions, là n'est pas la question, mais il semble qu'on oublie de nous prendre en compte dans l'équation. Se demandent-ils si ça nous arrange? Ils ont l'impression de nous connaître, alors que non, et nous on ne sait même pas qui ils sont. Juste encore une autre personne de plus qui se présente à notre porte. Imaginez un peu notre vie si tout le monde avait cette même idée. Pensez-vous ouvrir votre chantier aux visiteurs ou lors des journées du patrimoine? Alors voilà, par contre, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent si on organise des visites. Et jusqu'ici, à part quelques exceptions, on a toujours décliné vu la demande, on ne peut pas tout accepter. Mais on réfléchit depuis un moment à une solution pour ne pas toujours devoir dire non. Par exemple, des visites groupées, un jour par mois, avec un nombre limité de participants. Quelque chose comme ça, et il faut qu'on se donne le temps de vraiment y réfléchir. Pour les journées du patrimoine, je ne sais pas si on peut vraiment prétendre à cela. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup à visiter vu que c'est une grande pièce vide. Avez-vous déjà envisagé de faire des formations ou stages? On ne sait pas trop si on peut prétendre à donner des formations sur quoi que ce soit. De nouveau, on a l'impression que nos connaissances et notre mode de vie sont idéalisés. Et ce n'est pas parce qu'il y a une demande qu'on va commencer à donner des formations à tire-larigot. Avant tout, il faut qu'on en ait envie, qu'on soit confiant, qu'on maîtrise un sujet et puis qu'on soit bien préparé. Ce n'est donc pas prévu pour l'instant. Comment se passe l'entente avec les voisins, le village, la mairie? Très très bien. On est assez distant du village d'Illy dont le hameau d'Oli dépend, donc on n'a pas vraiment de contact journalier, mais on s'est senti très bien accueilli, et en mairie on est bien reçu comme tout autre résident. Et cela se passe aussi très bien avec les voisins directs du hameau avec qui on s'entend bien. Et cela va même au-delà de ce qu'on pourrait attendre. On a eu quelques contacts avec des personnes des environs qui ont entendu parler de notre projet, des personnes très sympathiques et qui nous ont généreusement proposé de l'aide, des matériaux de récupération, etc. C'est plus ce genre de contacts locaux qui nous semble plus logique pour établir des relations. Comment vos amis et familles perçoivent-ils votre projet? Alors au début, ils ont été un peu surpris, ils étaient inquiets évidemment, et on n'est pas certain qu'ils comprenaient vraiment notre état d'esprit. C'était aussi quand on était plus dans le projet. Mais depuis, tout ça a bien changé. Ils aiment beaucoup cet endroit et ils viennent avec plaisir pour y passer du temps ou pour nous donner un petit coup de main. On pense qu'ils sont fiers de notre projet et de ce qu'on fait pour cet endroit. Avez-vous des nuisances sur votre terrain ou environnement? Ben oui, mais ça, bien sûr, comme partout, dans tous les villages, et puis il faut pas oublier qu'on est peut-être la nuisance d'un autre. On nous a aussi demandé si on avait des problèmes avec les chasseurs, alors au début on a dû remettre quelques points sur les i, mais ça s'est vite réglé et on n'a pas à se plaindre, nos limites de propriété sont respectées. Quant au bruit, ça aussi on nous l'a demandé, là par contre on est parfois embêté. Notre terrain et la maison sont bordés de chemins forestiers, et il y a pas mal de quads, motocross et autres engins très très bruyants qui passent dans tous les sens. On se demande même si ces trucs ne sont pas conçus pour faire du bruit, tellement c'est exagéré pour certains.
Parfois, c'est sans cesse toute la journée, tout autour de nous, ou même à 4 heures du matin, c'est épuisant. En plus, ils font des marioles hors piste dans la forêt. On ne sait pas si c'est autorisé ou pas, mais ça endommage le sol. Bon, on fait avec. Heureusement, ce n'est pas tous les jours, c'est surtout en saison et le week-end. On n'en a jamais parlé car on essaie de ne pas communiquer négativement ou de se plaindre. Et du coup, on trouve ça marrant que certaines personnes nous envient notre havre de paix et de tranquillité. Ça montre bien que les idées qu'on peut se faire de quelque chose ne correspondent pas forcément à la réalité. On est aussi confronté à une autre nuisance qui nous embête. En été, il y a parfois énormément de personnes qui se rendent dans le hameau, départ de circuits de promenade et pour le cadre de nature. Et ce n'est pas du tout un problème, ce n'est pas chez nous, les gens ont tout à fait le droit d'être là. Sauf que, avec le nombre de personnes, eh bien, statistiquement, il y a les gens les moins respectueux. Et c'est incroyable la quantité de déchets et de crasse qu'on retrouve après leur passage dans la rivière, jetés dans notre haie ou par-dessus dans notre jardin. On a tout vu. Bouteilles, canettes, emballages, couches de bébés, pots, etc., etc. Et même des gens qui lavent leur voiture dans la rivière. Quand ce n'est pas carrément, et là c'est encore plus embêtant, des gens qui rentrent sur notre terrain et qui parfois endommagent nos installations. Bon, c'est vrai, plus toutes neuves et instables, et qui en partant laissent tous leurs déchets sur place. Ça nous en fiche un coup. Mais ce n'est pas que chez nous, quand on va aux champignons ou se promener en forêt, on prend maintenant toujours un sac ou deux en plus pour ramasser les déchets qu'on trouve en forêt. Et il y en a, parfois plus que la récolte de champignons. On a vraiment du mal à comprendre ça. Encore à notre époque, il n'y a plus aucune excuse ou circonstance atténuante à ces gestes. Pourquoi venir dans ce cadre naturel si c'est pour le souiller? Ça nous attriste énormément. Alors, on ramasse au lieu de passer devant, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Avez-vous des conseils à donner pour se lancer dans un projet similaire? Comme on a un parcours parsemé d'imprévus, c'est difficile à dire, on ne s'était pas préparé. Donc, selon nous, et juste selon nous, la faculté d'adaptation, ça nous semble important, être prêt à avoir des surprises, pouvoir sacrifier du temps pour être disponible à 100%, et surtout, être motivé et passionné, ça donne l'énergie. S'il faut se forcer, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Être bricoleur, et ça s'apprend, il faut être patient, ne pas avoir envie d'aller trop vite, bien observer, ne pas se lancer au hasard sans comprendre, et en même temps ne pas avoir peur de se lancer non plus. Être inventif, rester ouvert et penser autrement, ce qui permet parfois de repousser des limites, ne pas s'arrêter à des idées reçues ou le jugement des autres. Avoir un endroit confortable où se reposer, pour le long terme, c'est important. Varier les activités pour ne pas se lasser. Quels conseils donneriez-vous pour être patient et méticuleux comme vous semblez l'être? Comme pour la question précédente, être passionné et motivé par ce qu'on fait, c'est un excellent moteur. Et ne pas avoir peur d'allouer beaucoup de temps à la tâche. Avec le recul, recommenceriez-vous l'aventure en sachant que vous seriez deux à supporter le projet? Oui, pas qu'on aurait souhaité cela, mais on est toujours aussi emballé par cet endroit. On en parle d'ailleurs dans notre vidéo sur le projet. À quand un livre sur votre aventure? Notre aventure n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Bon, déjà, on ne ressent pas le besoin d'écrire. Si on ne fait pas les choses par passion et motivation, les résultats risquent de ne pas être intéressants. En plus, écrire, ce n'est pas si simple que cela pour être bien fait, et il faut se donner du temps qu'on n'a déjà pas assez. Et pas question pour nous de faire appel à un prête-plume. On a déjà été contacté par des éditeurs, ce qui est drôle car on n'a jamais émis l'intention d'écrire quoi que ce soit. En gros, dans notre cas, ce serait juste basé sur la notoriété de notre chaîne, et on trouve le truc assez décrédibilisant du coup. Ce serait publier pour publier, car derrière on sait que ça va vendre, et non pas parce que c'est pertinent, car on nous a même pas demandé ce qu'on aurait à raconter. En tout cas, c'est notre avis actuel sur la question. Et voilà, avec ça, on a en principe répondu à toutes les questions que vous nous avez posées, ou presque. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère que nos réponses vous ont éclairé. Portez-vous bien et à bientôt.